Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil Mustafa. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, les meilleures louanges sont destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui prescrit la recherche du savoir aux humains. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, lui qui exhorta sa umma à la quête du savoir, un savoir à la fois spirituel mais aussi mondain, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Très chers téléspectateurs, certes, l'islam est une religion du savoir, un savoir qui englobe tous les domaines et qui exige sans doute un déploiement dans le temps et une meilleure organisation. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, à l'ère où les esprits sont orientés vers l'année scolaire, il est légitime de s'arrêter et de s'interroger sur une meilleure démarrage de la rentrée scolaire, notamment celle de 2018-2019. Adorateurs d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum sur ce plateau de vitrine de l'islam. Bienvenue à Yaoundé, bienvenue particulièrement au séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union, séminaire qui se déroule pour sa 20e édition à l'ENIET, École normale d'instituteurs d'enseignement technique. Aujourd'hui, nous allons profiter de cette occasion pour parler du thème à la recherche du savoir mondain. Vitrine de l'islam, c'est donc l'entretien, mais aussi au cœur de la société et la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah. Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وجب الشكر علينا مدى Alhamdulillah, alhamdulillah. Une fois de plus, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur le site du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union Yaoundé 1 2018. Nous profitons de cette occasion pour recevoir sur ce plateau toute une famille. Nous recevons donc madame et monsieur Abdulaziz Ahmad. Frère Abdulaziz, médecin généraliste de formation, il est en service à l'hôpital régional annexe d'Ayos. Il est aussi et surtout le vice-président de la Cameroun Muslim Student Union, le vice-président national. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abdulaziz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense, frère Abdulaziz. Ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Nos téléspectateurs se souviennent très bien de votre grande prestation l'année dernière, vous ainsi que votre dame, pour avoir éclairé l'opinion par rapport à la rentrée scolaire. Jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, non loin du frère Abdulaziz Ahmad, madame Abdulaziz Fatimatou, elle est enseignante de français au lycée bilingue de Yaoundé. C'est ici, dans la cité capitale du Cameroun. Elle est aussi membre du bureau national de la Cameroun Muslim Student Union. La sœur Fatima, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir invités à cette émission de Vitrine de l'Islam. Shukran laki, la sœur Fatima, jazakillahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous avons donc là des éducateurs avec nous. Nous avons des membres de la Cameroun Muslim Student Union.
Frère Abdelaziz, nous l'avons dit, vous êtes médecin, mais avant d'être médecin, vous avez aussi fait l'école normale. Vous êtes aussi un professeur de physique-chimie. Voilà, c'est important de les mentionner parce que nous avons avec nous aussi un éducateur, des éducateurs, donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui vont aborder la question relative à la rentrée scolaire, à la recherche du savoir mondain en général. Frère Abdelaziz, pour commencer cette émission, nous allons quitter du général au particulier. Quelle est la place que l'islam accorde à la recherche du savoir en général? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci de cette question. En islam, l'enseignement ou l'éducation a une place capitale, voire une place vitale. Dès sa création, Allah a doté l'homme de cette capacité-là, qu'on appelle, n'est-ce pas, qui lui a différencié de toutes les autres créatures. C'est libre arbitre, et donc Allah lui a aider ou faciliter cela, n'est-ce pas, avec l'éducation ou le savoir. Depuis sa création, Adam a été valorisé devant les anges et tout ce qu'Allah a créé pour montrer la valeur d'un être humain. Et cette valeur-là, Adam a eu cela grâce au savoir, à la connaissance. Et donc l'islam, dès la base, dès l'existence, le savoir, la connaissance occupe, n'est-ce pas, une place très capitale. Maintenant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu comme première révélation Iqra, lis. Cette lecture ne se limite pas tout simplement à une lecture, n'est-ce pas, des versets du Coran ou bien de la religion tout simplement, mais plutôt une lecture d'ordre, n'est-ce pas, général. Le savoir est d'une importance capitale. Sa valeur n'est plus à démontrer, la sœur Fatima. Effectivement, la recherche de la connaissance est très primordiale puisqu'elle permet à l'homme de s'instruire. Elle permet à l'homme de connaître, de ne pas être comme les animaux. C'est ce qui différencie l'homme des animaux. Mais l'être humain est appelé à réfléchir, à travailler, et cette connaissance lui permet de savoir beaucoup de choses sur ses relations avec les autres, d'avoir un travail plus tard, d'aider sa communauté à évoluer. Parce que le but, c'est de permettre à la communauté musulmane aussi de s'élever et d'être remarquée. Alors la sœur Fatima, lorsqu'on parle du savoir en islam, c'est à la fois le savoir spirituel, c'est-à-dire la relation entre l'homme et Allah exalté soit-il, mais aussi le savoir mondain. Bien sûr, puisque lorsque Allah nous demande de lire, cette lecture-là, comme les savants l'ont, comme le prophète nous a dit et comme les savants l'ont déduit, ne s'arrête pas seulement à la recherche islamique, simplement, c'est-à-dire lire le Coran, connaître la sira, etc. Il faut aussi connaître, il faut aussi aller à l'école. C'est comme nous appelons l'école contemporaine, puisque cette école nous permet de maîtriser, d'avoir des compétences, d'être apte à produire, à faire quelque chose dans la société et de permettre à ce que la société va de l'avant. Donc il faut savoir que ceux qui pensent que l'islam c'est seulement lire le Coran, s'asseoir peut-être chez lui, enseigner les gens ou bien connaître, ce n'est pas seulement cela. L'islam c'est tout, ça englobe tout ce que nous faisons dans la société. Donc il faut noter cela. Frère Abdelaziz Ahmad, le savoir c'est donc le tawhid, c'est le fiqh, c'est les hadiths, mais pas que. C'est aussi l'école occidentale. Il faut qu'on appelle les chats par son nom parce qu'il y a une certaine opinion qui dit effectivement qu'il faut mettre ce type de savoir-là de côté. Effectivement, le savoir en islam englobe en plus de tawhid, de fiqh, de sira, de tajwid, de Coran, n'est-ce pas, l'école occidentale maintenant. Parce que l'islam tient à ce que l'homme soit spirituellement, c'est-à-dire la relation entre lui et Allah doit être, n'est-ce pas, une relation parfaite, mais aussi la relation entre lui et ses semblables. Donc l'être humain, n'est-ce pas, avec ses semblables, il doit donc savoir comment vivre. À l'école, on apprend la langue qui nous permet la communication avec, n'est-ce pas, les autres humains comme nous. À l'école, on peut apprendre la science, n'est-ce pas, qui nous permet de comprendre notre environnement. Par exemple, on saura que non, donc face à telle situation, on doit donc produire ou faire cela. Et surtout, l'école nous permet, après une très bonne formation, de s'insérer, de bien gagner notre vie en étant, n'est-ce pas, utile.
L'école est importante. C'est ce qu'on peut déduire de la parole du frère Abdelaziz Ahmad. La sœur Fatima, pour la sœur musulmane, pour les femmes en général, l'école reste aussi un chemin d'une importance capitale quand on sait aujourd'hui qu'on a besoin des médecins pour s'occuper des femmes, quand on sait qu'on a besoin d'enseignantes pour éduquer les futurs musulmans ou bien les futurs Camerounais tout court. Oui, comme il l'a dit tout à l'heure, la connaissance, ça intéresse tout le monde. Ça doit intéresser tout le monde. Ça doit intéresser en premier lieu la femme, les filles. Parce que nous savons qu'en islam, la place de la femme est très importante. Et surtout, ça commence avec la fille. La fille qui est bien éduquée sera demain une maman, une épouse. Une maman, une épouse qui va éduquer ses enfants. Si elle-même, elle est négligée, si elle-même, elle n'est pas éduquée, elle n'est pas allée à l'école, elle ne peut pas être utile pour les autres. Donc, il faut que cela soit dans la tête de tout le monde. Et en islam, on voit que l'islam, le prophète est venu dans une période anté-islamique. Il est venu trouver que les filles étaient enterrées. Les filles n'étaient pas valorisées, les femmes n'étaient pas valorisées. Il est venu remettre en hausse la dignité de la femme. Montrer que la femme peut travailler. Parce qu'on se rend compte qu'à l'époque du prophète, par exemple, c'était les femmes qui aidaient lors des djihad, dans les guerres. C'est elles qui aidaient, qui soignaient les malades. Donc elles étaient vraiment dans l'entreprise. Donc elles ne restaient pas à la maison seulement. Elles s'occupaient aussi de leur maison. Elles faisaient leur commerce. Par exemple, Khadija, la femme du prophète elle-même. C'était une commerçante, une femme riche, réputée dans toute la société d'Arabes. Donc elle aidait tout le monde. Et le prophète en particulier. Donc, ce qui montre que la femme doit être une entrepreneur. Par conséquent, il faut l'éduquer. Il faut l'amener à l'école. Il ne faut pas la laisser à la maison. Jazakillahu khairan, la sœur Fatima, frère Abdelaziz, pour sortir donc de l'importance du savoir. Lorsqu'on vous écoute, toi ainsi que madame, parler de la valeur de la recherche du savoir académique, de ce savoir mondain, on comprend qu'il y a beaucoup d'enjeux, notamment pour notre communauté, et que d'instruire les uns et les autres, que ce soit les filles ou les garçons. Bien sûr, il y a plusieurs enjeux, plusieurs, n'est-ce pas, interpellations, plusieurs défis, voire même plusieurs défis, parce que nous vivons dans une société où nous sommes tous ensemble. Il ne faut pas que par notre erreur, que nous tirons la communauté musulmane d'abord n'est-ce pas, vers le bas. Vraiment, c'est une interpellation que nous lançons comme ça à tous nos frères et sœurs musulmans. Également, il faut aider, parce que le rôle d'un parent, avant tout, c'est que, n'est-ce pas, ses enfants soient meilleurs que lui et puissent davantage, n'est-ce pas, mieux s'insérer, mieux vivre comme on dit. Alors, il se doit d'accompagner ces enfants-là, de leur donner une très bonne éducation, non seulement avant tout islamique, mais en plus de cela, une éducation, n'est-ce pas, un savoir mondain, lui permettant maintenant d'être apte, d'être capable et de diversifier et d'être de compléter, n'est-ce pas, les compétences dans la société de manière générale. Il faut envoyer les enfants à l'école pour avoir des ingénieurs, des médecins, des enseignants, mesdames, mademoiselles, messieurs. Notre communauté, notre pays en a véritablement besoin. Et pour cela, il faut un meilleur démarrage de la rentrée scolaire. La sœur Fatima, vous êtes une enseignante et aujourd'hui, l'actualité, c'est la rentrée scolaire. Je voudrais vous poser cette question-là, comme ça. Comment bien démarrer sa rentrée scolaire? Bon, pour démarrer une bonne rentrée scolaire, moi je dis il faut d'abord penser à cette rentrée scolaire-là. Donc savoir qu'il y a une période qui est bien réservée à cela. Donc pour pouvoir bien préparer la rentrée scolaire. Parce que si on ne pense pas à cela, on va être, lorsque la rentrée, vraiment le jour de la rentrée va arriver, on sera en retard. Et pour les frais d'inscription, et pour l'enseignant qui n'a pas préparé ses cours, et pour l'établissement. Par exemple, dans un établissement, nous voyons très bien que par exemple, ici à Yaoundé, où les inscriptions commencent déjà fin juillet, août. Donc juillet déjà, il y a déjà les inscriptions. Ce qui montre que si vous arrivez en retard, vos enfants ne pourront pas avoir des places dans des bonnes écoles. Parce que c'est la compétition, tout le monde va amener ses enfants dans des bonnes écoles. Il faut penser à cela. D'un autre côté, il faut aussi penser à acheter ce qui est nécessaire pour ces enfants-là, leur fourniture, penser à comment est-ce que peut-être ils vont se déplacer, peut-être qu'on va un peu garder un peu d'argent pour ceci, pour cela. Donc il faut prévenir
Et en islam, il y a ce qu'on appelle, il faut vraiment penser à la gestion du temps. Parce que si on oublie cette gestion du temps-là, on sera en tout cas en retard. On sera toujours à la traîne par rapport aux autres. Et donc la gestion du temps amène le musulman en particulier à être très, je peux dire, ponctuel. Parce que j'aime le mot ponctualité dans la gestion du temps. Parce que ponctuel dans tout ce qu'il fait. Il doit savoir qu'il y a une période pour inscrire ses enfants. Il doit savoir qu'il y a une période pour préparer ses cours. Il doit savoir qu'il y a une période pour même la rentrée scolaire. Parce qu'en tant qu'enseignant, l'enseignant doit savoir qu'il y a un programme qui est déjà fixé avant la rentrée scolaire, qui lui montre comment est-ce que le calendrier de l'année scolaire va se mettre en place. Et comme ça, il va commencer à réfléchir sur comment anticiper sur, par exemple, les jours fériés, les congés, les différents fériés qui viennent souvent comme ça, qui bouleverser les cours. Donc, il faut penser à tout cela pour pouvoir vraiment faire une bonne rentrée scolaire. Frère Abdoulaziz Ahmad, à écouter Madame Abdoulaziz, on voit tout simplement qu'au-delà des préparations physiques, et au-delà des préparations matérielles, il faut aussi penser à une meilleure gestion du temps. Quelle est la place que doit occuper la gestion du temps dans le cadre de la réussite des enfants, notamment en ce début d'année scolaire? Merci beaucoup. La gestion du temps, d'abord, l'islam, la vie des musulmans même, n'est-ce pas, l'interpelle à forte, n'est-ce pas, avec une corrélation très, n'est-ce pas, remarquable. Il y a les heures de la prière, il y a, n'est-ce pas, il y a Ramadan par exemple, il y a le Hajj, bref. Donc un musulman se doit de continuer grâce à l'outil, à l'islam qui lui facilite d'abord cela. Maintenant, cette gestion du temps doit être pour un musulman, n'est-ce pas, une boussole, une orientation, une interpellation. Et il se doit alors, pour bien gérer son temps, commencer par avoir une très bonne planification. Une planification où il saura donc mettre chaque chose à sa place et il saura que de telle période à telle période, je dois donc effectuer, n'est-ce pas, telle tâche, et ainsi de suite. Et tout cela se doit dans un couple, en discussion, en parfaite harmonie avec les enfants qui sont les apprenants. C'est donc qu'on envoie à l'école pour en profiter, et aussi et surtout la collaboration avec madame, avec qui, n'est-ce pas, chacun, en fonction, n'est-ce pas, de sa responsabilité, de ses devoirs, puisse, n'est-ce pas, ensemble conjuguer les efforts pour réussir. Alors la sœur Fatima, la gestion du temps exige donc en réalité une meilleure organisation, une meilleure planification, c'est cela? Oui, une meilleure planification, parce que moi j'aime plus le côté maison, par exemple. Donc à la maison, par exemple, la femme doit savoir que l'éducation de ses enfants est prioritaire. Ça veut dire quoi? Il y a d'abord l'éducation islamique. Par exemple, si vos enfants lisent déjà peut-être le Coran, ils sont dans les... Donc il y a cela qui est là. Maintenant, il y a l'école qui vient s'ajouter. Maintenant, les deux, vous devez faire en sorte que les deux marchent, sans que l'autre piétine sur l'autre. Donc l'islam est prioritaire. Donc organisez par exemple la semaine, pour quand les enfants vont aller à l'école de telle heure à telle heure. Maintenant, quand ils vont rentrer, comment est-ce qu'on va faire pour les aider à réviser? En même temps, comment le faire pour que le Coran ne soit pas à la traîne? Parce que c'est très important, parce qu'on néglige ces derniers temps le Coran. Il faut aussi penser à cela. Amener peut-être les enfants dans les écoles coraniques samedi et dimanche, par exemple. Barakallahu fik, ya ukhti fillah. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une autre pause. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes toujours à l'ENIET de Kolfoulou, école normale d'instituteurs d'enseignement technique. Nous sommes là dans le cadre de la 20e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Nous avons profité de cet événement, nous l'avons dit, pour recevoir une fois de plus sur ces plateaux la famille Abdoulaziz Ahmad. Nous avons Madame et Monsieur Abdoulaziz sur ces plateaux. C'est encore un honneur pour nous. C'était un honneur pour nous de les recevoir. Frère Abdoulaziz, nous sommes en train de parler
du thème à la recherche du savoir mondain. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la place du choix du savoir en général, mais aussi ces savoirs de la dunya, appelons ces savoirs mondains pour pouvoir donc véritablement vivre bien ici-bas et espérer aussi l'au-delà. Frère Abdelaziz Ahmad, ça passe par l'école. Il faut aller à l'école pour avoir les ingénieurs. Ça passe par une meilleure rentrée scolaire, par un bon démarrage de la rentrée scolaire. Tout à l'heure, la sœur Fatimatou a parlé d'une véritable organisation. Vous avez renchéri ces propos. Il faut donc un emploi du temps pour nos enfants, pour les élèves. Mais quel est le contenu de cet emploi du temps? Merci beaucoup. Vraiment, l'emploi du temps doit être minutieusement d'abord concerté. Pour l'élaborer, il ne faut pas commencer par une dictature. On ne s'assoit pas, on dit à l'enfant, ou bien, n'est-ce pas, à celui-ci, j'ai décidé comme ça. Il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait un échange, donc une concertation préalablement, et surtout une concertation avec madame, parce qu'elle pourra vous accompagner pour davantage faire suivre le planning que vous aurez décidé ensemble. Alors, Frère Abdelaziz, lorsque vous parlez de la concertation avec madame, on peut encore comprendre, mais la concertation avec les tout petits, on va se concerter quoi avec eux? Voilà, c'est vrai, il faut se concerter avec un enfant mature, c'est-à-dire un adolescent, disons-le, pour l'amener. Parce que l'âge de l'adolescence, là, c'est un âge un peu délicat, où il se peut que l'enfant commence à développer certains caractères. Alors, il faut de plus en plus, n'est-ce pas, consulter les adolescents. Mais avec un enfant, il faut aussi l'amener de manière un peu simple, l'amener à comprendre qu'on fait ça pour son bien. Donc, c'est par là que j'entends par une concertation. Pas concertation que, ok, je te propose ça, est-ce que tu es d'accord ou pas? Non. Maintenant, revenant à votre question, le contenu de ce planning pour une bonne réussite de la rentrée scolaire, ce contenu doit d'abord avoir, n'est-ce pas, les études. On doit fixer, par exemple, l'école. Pour aller à l'école, l'enfant a besoin de 30 minutes, d'1 heure, de 45 minutes. Parce qu'il ne faut pas accepter que l'enfant apprenne à être en retard. Ça, c'est une très mauvaise, n'est-ce pas, attitude qu'il faut prohiber dès la maison. Deuxièmement, savoir la durée nécessaire et avoir l'emploi du temps de son enfant à la maison. Donc, il part à l'école, il fait tel nombre d'heures et il doit rentrer à cette heure fixe-là. Arrivé à la maison, en fonction, n'est-ce pas, de son âge, il y a, n'est-ce pas, la petite enfance et même la moyenne et la grande enfance nécessite aussi, pour son épanouissement et pour son développement, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, des jeux, avoir des repos et avoir des distractions, entre guillemets, licites qu'il faut, n'est-ce pas, vérifier et qu'on va revenir sûrement pour en discuter. Maintenant, après cela, il y a les travaux domestiques parce que nous formons l'enfant en plus de l'éducation, de l'instruction qu'on a et qu'on reçoit à l'école, il y a aussi l'éducation de manière générale qu'on doit continuer à la maison en tant que parent. Et enfin, et surtout, et c'est la plus importante, il faut, n'est-ce pas, la partie islamique, l'éducation islamique qu'on doit aussi insérer dans l'emploi du temps. Et c'est ça, donc c'est l'ensemble, donc c'est ces trois grands axes-là qui constituent donc le contenu du planning pour l'apprenant. Alors, la sœur Fatimatou, lorsqu'on écoute le frère Abdelaziz, il nous dit qu'il faut un temps pour chaque chose, chaque heure, chaque seconde doit être planifiée. Il faut même penser aux jeux, il faut penser à la télévision. Et si j'ai bonne mémoire, l'année passée, lorsqu'on parlait du goûter de l'enfant, vous disiez qu'il fallait mélanger un fruit. Est-ce que ce n'est pas un discours qui doit être orienté vers les Européens? Est-ce qu'en Afrique, on a besoin de tout ça? Votre question m'amuse un peu parce que je ne sais pas s'il y a une différence entre l'Européen et l'Africain. Parce que nous savons qu'en islam, tous les hommes sont nés égaux. Devant Allah, nous sommes tous égaux. Celui qui est le mieux, c'est celui qui est, qui est plus pieux. Dans la piété, donc, il y a la recherche de la connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Donc, par conséquent, on doit franchement s'occuper de l'enfant. Surtout les petits, parce que les petits ne peuvent pas, lorsqu'ils sont à l'école, ils ont besoin de manger. Et parfois, il n'y a pas les cantines prévues pour ça. Donc, la maman doit savoir qu'elle doit me lever très tôt le matin. Parfois, même, il y a les mamans qui se lèvent parfois à 4 heures. Ça dépend des villes.
à 4 heures pour préparer le goûter. Et dans le goûter, comme on disait, c'est tout un investissement. Si vous calculez un peu le goûter des enfants de la maternelle, je vous assure, vous allez vous demander si à l'époque on faisait l'école encore. Donc c'est tellement cher. Donc, et avec l'évolution de la vie de nos jours, tu ne peux pas laisser ton enfant aller chaque jour avec le pain au chocolat, alors que ses camarades vont avec des je sais pas... La sœur Farimatou, est-ce que vous n'êtes pas en train de compliquer la vie à nos parents? Parce qu'en réalité, comme je le disais tantôt, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur le terrain, alors les parents font les efforts quand même pour payer la scolarité des enfants, ils rentrent, ils continuent à jouer. Certainement, nous sommes tous passés par là. Donc vous nous dites qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer de la sorte pour être efficace et être compétitif sur la scène publique, nationale et même internationale? Je voulais préciser quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que tous les parents sont obligés de faire cette chose-là. Ça dépend de vos revenus. Si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas les moyens, vous allez vous adapter à vos moyens. Si c'est le pain au chocolat que vous pouvez donner à votre enfant, demain vous pouvez mettre du beurre. Et après demain vous pouvez mettre le haricot. Donc ça c'est à la disposition du pauvre. Donc il y a tellement de la... Et ici au Cameroun on ne s'en plaint pas. Il y a de la nourriture partout. Il suffit simplement de connaître, de s'adapter. Savoir que non, dans le haricot, il y a ceci. Si je ne peux pas m'offrir du soja, de ceci, il faut ceci. Donc, si je ne peux pas m'offrir, par exemple, de, je sais pas, de poulet, il faut que je donne à mon enfant au moins un peu d'omelette dans son pain. Si je n'arrive pas à ce niveau-là, je peux acheter du fromage. Le fromage est cher. Il y a toujours quelque chose qui remplace ce qu'on n'a pas. Parce que moi, dans la société, en fait, chacun vit à son niveau. Si vous avez des moyens, ça ne veut pas dire que vous allez gâter votre enfant parce que vous avez l'argent. Non, même si vous êtes riche, il y a des conditions. Achetez un petit fruit, une banane. La banane, c'est, je sais pas, 3 doigts, c'est 100 francs. 100 francs, tu prends une banane, tu mets dans le sac de l'enfant. Tu prends un yaourt, tu mets dans le sac de l'enfant. Si le yaourt est cher, ça dépend aussi de quel yaourt. Le yaourt de 150, 100 francs, c'est cher. Oui, dans ce cas, je mets de l'eau. C'était juste pour préciser que chacun s'adapte à son niveau de vie. C'est pas parce que je vois l'enfant de quelqu'un aller à l'école avec, je sais pas, des jus de telle somme que moi aussi je vais. Non. Si je n'ai pas, je peux mettre de l'eau. Et la meilleure boisson, c'est l'eau. Mais l'eau, quelle eau? Il faut donc choisir maintenant l'eau. Si vous n'avez pas le moyen d'acheter de l'eau minérale, vous pouvez filtrer l'eau ou bien bouillir. Ou si vous ne pouvez pas y aller à la snack, quand même l'eau, cette eau est buvable. C'est buvable, on peut boire. Donc chacun s'adapte à son niveau de vie. Il ne faut pas envier les autres. Il ne faut pas envier les autres. Par conséquent, si le parent a vraiment des moyens, qu'il puisse quand même varier. Si aujourd'hui j'ai mis du beignet, le lendemain c'est le pain, le lendemain c'est peut-être plantain avec quelque chose. Donc des petits trucs. Les enfants ne mangent pas beaucoup. Mais en fait il faut bien manger. Jazakillahu khairan, barakallahu fik. Frère Blaise Ahmad, lorsqu'on écoute madame parler, on voit véritablement que chacun doit vivre selon ses moyens. Et malgré la modestie des moyens, on peut être efficace et organisé. Oui, effectivement, il faut vivre, n'est-ce pas, en fonction de ses moyens. Et nous rappelons que les conseils que nous prodiguons à téléspectateurs et téléspectatrices, en fait, c'est pour les interpeller à leurs responsabilités. Et qu'en fonction de leurs moyens, qu'ils peuvent s'adapter et réfléchir. Tout le monde ne vit pas à Yaoundé et à Douala. Il y a les réalités d'arrière-pays. En fait, chacun là où il est, il s'y connaît mieux. Mais nous, ce que nous déplorons et que nous rappelons aux parents, c'est d'éviter, n'est-ce pas, de négliger ou de ne pas respecter leur engagement. En l'occurrence, l'éducation de leurs enfants. Parce qu'on a l'impression, beaucoup dans l'arrière-pays, lorsqu'ils parviennent, je dis bien, ils parviennent à payer l'inscription, ils pensent qu'ils ont, n'est-ce pas, tout fait. Or, pas du tout, ils doivent accompagner l'enfant. Et sûrement, M. Koranga, vous avez fait beaucoup d'émissions dans ce sens-là pour interpeller les parents. Bien, revenons donc à votre question. Il faut faire cela en fonction de vos moyens et d'ailleurs même ajouter, améliorer en fonction aussi, n'est-ce pas, de votre contexte. Frère Blaise Ahmad, tout à l'heure en parlant du contenu de l'emploi du temps, vous avez parlé de l'apprentissage de l'islam. Frère Blaise Ahmad, c'est une question préoccupante pour beaucoup de parents. Comment est-ce qu'on doit faire apprendre l'islam à nos enfants? Quelle est la meilleure manière de s'y prendre? La meilleure manière, selon nous, c'est, comme je vous dis, je rappelle encore, c'est le fait de coordonner, d'apprendre, n'est-ce pas, avec madame à la maison. On doit avoir un bon programme ensemble avec madame à la maison. Et d'ailleurs même, ça doit être, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, un critère
pour choisir, parce que le prophète nous a recommandé, conseillé d'épouser une femme, n'est-ce pas, vertueuse. On voit la religion de l'islam. Et on sait, toute personne, un musulman, se doit avant tout, n'est-ce pas, d'avoir une connaissance de base, ne serait-ce que pour entraîner, n'est-ce pas, son enfant. Beaucoup de nos prédécesseurs, nos grands savants, ont mémorisé, ont appris tout ce que les bases de l'islam à la maison avant de sortir. Ceci dit donc, de manière concrète, il faut choisir l'une des deux formules. Si vous avez la chance, ou si nous avons la chance d'avoir un quartier ou une ville organisée où il y a l'école islamique, les instituts islamiques qui s'organisent et qui ont les niveaux, peut-être classe 1, 2, 3, jusqu'à obtenir même le bac islamique, il y en a des villes qui ont un espace de ce programme. Dans ces cas, nous les exhortons, nous les recommandons vivement d'aller, n'est-ce pas, dans ces instituts-là pour suivre, parce que c'est un programme aussi académique. Ils font, n'est-ce pas, les évaluations, ils font les séquences et ils font jusqu'à, n'est-ce pas, obtenir leur diplôme. Deuxième formule, si nous sommes dans une ville où on n'a pas cette chance-là, alors le parent se doit au départ, fixer eux-mêmes des objectifs. Est-ce que nous voulons que l'enfant vienne seulement, comme on dit chez nous, terminer lecture simplement du Coran, qui n'est pas, à notre sens, qui n'est pas le but de la révélation du Coran, qui n'est pas le but, n'est-ce pas, de l'islam, dans l'enseignement islamique. Ça, c'est une tradition perpétrée par Ousmane Dan Fodio, rahimahullah, avec, n'est-ce pas, ceux qui l'ont entouré, pour faire la promotion de l'islam et faire que les gens puissent islamiser. Je pense que cette époque-là est révolue. Maintenant, on doit faire un programme. Et j'insiste là-dessus, votre enfant qui est à la maternelle, avant qu'il obtienne son bac, il est possible de planifier une mémorisation complète du Coran accompagnée de tafsir. L'enfant est capable de la maternelle jusqu'à obtenir son bac, de réviser, de mémoriser tout le Coran et d'avoir, n'est-ce pas, appris les commentaires de ce Coran-là. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, peut-être il faudra ajouter à la présentation du frère Abdelaziz Ahmad qu'il est aussi un enseignant du Coran et des tajwid. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs dans sa génération, qu'Allah exalté soit-il, lui accorde les récompenses indiquées. Mais je voudrais, moi, m'adresser à l'enseignante ou à la mère que vous êtes, la sœur Fatima. Le frère Abdelaziz a dit qu'on peut mémoriser le Coran et même le tafsir lorsqu'on s'y prend bien avant d'avoir le baccalauréat. Est-ce que ce n'est pas un rêve? C'est une question vraiment un peu complexe dans la mesure où peut-être nous n'avons pas eu la chance d'avoir fait ça avant le CEP ou le bac, mais nous essayons. Mais pour nos enfants quand même, je pense, on voit des exemples. On voit des exemples des enfants qui sont à l'école et qui sont premiers, deuxièmes de leur salle de classe. Mais à la maison aussi, les parents ont mis des stratégies pour que l'enfant mémorise. Et ces enfants-là sont tellement doués que tu ne penses pas qu'ils fréquentent. Tu te dis qu'ils sont seulement à la maison, mais le parent a mis vraiment tout son cœur. Il a dit que non, mon enfant va aller à l'école, mais aussi il va apprendre sa religion. Et je vous assure, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, de sacrifices, je ne sais pas. Parfois, il faut se surpasser. Mais c'est quelque chose qui est possible. C'est possible vraiment. C'est possible vraiment, c'est surtout possible. De la maman qui est le ministre de l'Intérieur. Comme vous l'avez dit, vraiment, la maman est le socle de la maison. En fait, il faut savoir que vraiment notre tâche est très, très, très importante dans une maison. C'est vraiment énorme parce que quand tu penses à ça, ça te fait réfléchir. Parce que quand tu n'as pas encore accouché, ton rêve c'est d'avoir l'enfant. Mais quand l'enfant vient, tu vois comment il faut maintenant. Au petit, tu n'as pas de problème. Il commence à jouer, à tâtonner. Ça devient une autre histoire. Tu lui apprends à ne pas faire ceci, à ne pas toucher, à ne pas... Petit à petit, maintenant, il est en contact avec les autres enfants. Il faut maintenant entrer dans un autre type d'éducation. Avec son environnement, comment il doit être. Vraiment, c'est compliqué. Mais je vous assure, il faut d'abord se reformer soi-même. Je vous assure, vous ne pouvez pas avoir un enfant très bien. Bon, ça peut arriver. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, 5%. Mais vraiment, si vous voulez que votre enfant soit, il faut que vous faites cela chez vous. Il faut pratiquer ce que vous voulez que votre enfant fasse. Il faut que vous lisez le Coran, il faut que vous mémorisiez ce Coran-là. Il faut que l'enfant sache que dans la maison, il y a une harmonie. Et je dis que l'harmonie, vraiment, c'est la base. Mais en général, nos enfants n'ont pas
n'ont pas un peu peur. Je dis, c'est pas comme à nous, à l'époque où quand le parent parle, l'enfant ne dit rien. Mais les enfants de maintenant, il faut maintenant communiquer. Communiquer avec l'enfant. Lui montrer que l'école, c'est important, mais l'école coranique aussi, c'est important. Comme des jeux, parce que moi j'aime vraiment parler, comme des jeux, surtout à la maternelle. Ne laissez pas votre enfant penser que l'école coranique, c'est comme la chicotte, il faut taper, il faut non. Montrez-lui que c'est comme l'école où il peut jouer là, à la maison aussi, faites des jeux. Si vous voyez que l'enfant est fatigué, mettez-vous là à quatre pattes, mettez-le sur le dos, jouez avec lui. Il va sentir que non, ici ce n'est pas quelque chose de compliqué, il va aimer. Mais si vous l'obligez avec la force, ça ne va pas vraiment marcher. Merci la sœur Fatima, mesdames, mademoiselles, messieurs. Vous avez bien compris que nous avons affaire à une éducatrice à tous les niveaux. Frère Abdoulaye, ça va tout à l'heure. Vous avez appelé les parents à être ambitieux. Donc autant on doit rêver pour nos enfants sur le plan académique à être ingénieur, à être médecin, à être docteur, autant il est aussi possible qu'ils soient des cheikhs, des gens qui ont mémorisé le Coran et aussi que des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il faut être vraiment très ambitieux et c'est ça qui, comme Allah dit dans le Coran, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire tous les efforts pour être meilleur. C'est vraiment réaliste. Et d'ailleurs même, nous avons connu nos aînés qui ont aujourd'hui, on ne peut pas citer le nom, qui sont aujourd'hui professeurs d'université, avec mémorisé tout le Coran, et qui font des enseignements, non seulement dans les mosquées, mais dans les amphis, ils sont parmi les meilleurs enseignants d'université. Alors, cela est vraiment possible si on s'organise et qu'on s'accorde. Pour illustrer, je vais prendre l'histoire d'Imam Malik, qui, sa maman, a mis beaucoup de moyens. On rapporte qu'il a appris auprès de plus de 70 savants. Et parmi eux là, certains ont accordé, ont donc, n'est-ce pas, accepté que l'imam, il peut s'asseoir maintenant pour donner le fatwa, c'est-à-dire donner un avis juridique, qui est le summum, la base, donc le plus grand niveau dans le domaine du savoir. Alors, de manière concrète, parce que nous sommes à la rentrée scolaire, les parents s'attendent quand même à voir s'il y a quelques astuces, quelques conseils pratiques. Fixer un programme de 5 ans en fonction de l'âge de l'enfant. Si vous avez la chance d'avoir un enfant qui a 3 ans, à mon avis, qui est idéal, qui entre à la maternelle, alors de la maternelle, on peut déjà commencer à fixer ce programme-là. C'est-à-dire, on décide, ok, sûrement en concertation avec la maman qui connaîtra la capacité un peu de la rétention de l'enfant. L'enfant qui a 3 ans, avec madame on a discuté un jour, elle m'a dit, l'enfant qui a 3 ans, on ne peut pas attirer son attention par jour, idéalement, maximum plus de 10, 15, maximum 30 minutes. Alors on peut donc profiter de ce time-là pour, par an, enseigner à l'enfant les 10 premiers sourates. L'enfant de la maternelle a simplement comme devoir à mémoriser. Et on enseigne comment, parce que l'enfant qui est, n'est-ce pas, très petit, on n'enseigne pas de talqin, c'est-à-dire on récite et l'enfant relit après nous, il répète. Voilà. Maintenant, tout le cycle de primaire, l'enfant doit apprendre maintenant à écrire l'alphabet et en même temps à mémoriser de bas. Donc on peut décider les 6 premières années là, l'enfant peut mémoriser, n'est-ce pas, jusqu'à Qassami, maximum jusqu'à, n'est-ce pas, Ar-Rahman. À partir du secondaire, l'enfant a déjà, n'est-ce pas, la capacité de rétention élevée. On planifie en fonction, n'est-ce pas, de son niveau de la 6e, il peut prendre 3, 4, 5 10. Je suis sûr, Inch'Allah, avec un suivi où pendant, n'est-ce pas, pendant la semaine, donc lors d'un week-end, il y a un ancien qui va venir et qui va, n'est-ce pas, réviser avec lui. À la fin, pendant, n'est-ce pas, les grandes vacances, il y a un programme de 1, 2, maximum 3 mois. Alors l'enfant pourra donc, Inch'Allah, non seulement finir tout le Coran de manière spécifique à la maison, et maintenant dans les écoles coraniques, les instituts islamiques ou autres, là où il apprend, il excelle, il pourra donc avoir les bases. Et de nos jours, pour terminer, M. Koiranga, de nos jours pour terminer, on a des cours en ligne. Un enfant qui, après la classe de 3e par exemple, qui est capable, les parents peuvent l'encadrer davantage. D'abord, tous les mêmes universités islamiques, il y a M. Islamia à Médine, l'université de Azhar,
les grandes universités de renom offrent ces formations-là en Soudan et partout ailleurs. Et donc, on peut profiter, n'est-ce pas, pour mettre l'enfant. Donc, je dis bien, c'est possible d'avoir une ambition comme vous venez. C'est possible, mesdames, mademoiselles, messieurs, d'apprendre le Coran al-Karim, de le mémoriser, d'apprendre sa traduction, tout en continuant à exceller sur le domaine académique, avoir son bac avec mention, avoir son doctorat. C'est la parole d'un pédagogue, d'un médecin, d'un enseignant, à la fois, mesdames, mademoiselles, messieurs, des matières académiques, mais aussi du Coran al-Karim. Il suffit simplement d'être ambitieux, il suffit d'avoir un projet de vie, un projet d'enseignement pour votre enfant. Les autres enfants ont mémorisé le Coran, pourquoi pas les vôtres? Les autres ont passé avec mention, pourquoi pas les vôtres? Les autres enfants connaissent parler les langues maternelles, les français, l'anglais et la langue arabe, pourquoi pas vous? Les autres enfants, mesdames, mademoiselles, messieurs, sont les premiers dans le Musabakat al-Coran sur le plan international, alors qu'ils sont des Camerounais. Pourquoi pas les vôtres? Il suffit simplement de s'organiser. Et pour plus de détails, vous pouvez nous contacter et nous vous mettrons en contact avec les frères Abdelaziz Ahmad qui ont développé cette méthode pédagogique. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une autre transition et nous reviendrons pour continuer cette émission. Retour sur ce plateau de victimes de l'islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes toujours avec nos deux invités et nous parlons du thème à la recherche du savoir mondain. Nous avons avec nous le frère Abdelaziz Ahmad, docteur Abdelaziz Ahmad, car c'est un médecin généraliste de formation. Il est en service, nous l'avons dit, à l'hôpital régional annexe d'Ayos. Frère Abdelaziz Ahmad, qui est par ailleurs le vice-président national de la Cameroun Muslim Student Union. Frère Abdelaziz Ahmad, pour terminer, est un enseignant du Coran al-Karim. Alors, frère Abdelaziz, tout au long de cette émission, nous avons interpellé les parents pour qu'ils prennent les responsabilités à éduquer les enfants. Certainement, ils seront interpellés devant Allah. Bien sûr, ils seront vraiment interpellés devant Allah. Allah m'a dit clairement dans un hadith, vous êtes tous responsables et Allah va sûrement le jour dernier vous interpeller, vous demander le compte. Alors cela nous amène à être plus sérieux, à vouloir plus grand et surtout à remplir sa part de devoir. Nous aussi nous avons eu la chance d'avoir nos parents qui ont investi sur nous, qui nous ont encadrés, qui nous ont enseignés, qui nous ont transmis ou légué, n'est-ce pas, cette amana-là, cette responsabilité, à nous aussi comme devoir de transmettre à nos enfants. Frère Abdelaziz Ahmad, je restais avec vous. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut donc à la fois faire l'école, faire les enseignements islamiques. Vous êtes de la Cameroun Muslim Student Union, qui est une association bien connue sur le triangle national, qui regroupe les élèves et les étudiants. Frère Abdelaziz Ahmad, je rappelle que vous avez aussi fait les cours islamiques, vous avez fait l'association islamique avant de venir à l'université. Est-ce que les activités post-périscolaires doivent aussi avoir leur place dans les timings, dans la planification dont vous avez évoqué au début de cette émission? Effectivement, les activités post-périscolaires, notamment les activités islamiques que nous appelons simplement activités islamiques, jouent un rôle capital, primordial et complémentaire. Ça permet avant tout de nous renforcer dans nos cours école, parce que dans les clubs islamiques, lorsque j'étais au lycée, on était tellement timide. C'est au lycée, dans ces activités islamiques, dans nos différents clubs, qu'on a appris à présenter les exposés, qu'on a appris à s'exprimer en public avec les aînés qui nous ont donné des astuces, qui nous ont encadrés, d'ailleurs qui continuent encore à nous former. On prie Allah, n'est-ce pas, de les récompenser éternellement. Et également, les activités post-périscolaires, notamment les activités islamiques, nous ont aussi permis d'avoir des ouvertures, d'avoir des ambitions. Parce que plusieurs fois, lors de plusieurs occasions, on faisait des compositions de Coran, par exemple, entre nous. On constatait un frère qui a, comme vous avez dit, mémorisé tout le Coran. Permettez-moi de rappeler simplement cette histoire qui m'a beaucoup plus marqué. Lorsque j'étais au lycée, on nous a invités une fois à l'université de Ngaoundéré. On arrive là-bas lors de prières de Ramadan. On a trouvé un étudiant
un grand ami, vraiment qui ne souhaiterait pas que je parle son nom ici, qui dirigeait la prière de Tarawih et de Qiyamul Layl, tout le Coran entier. Il était étudiant comme tous les autres, mais en plus de cela, il a donc mémorisé tout le Coran et dirigé la prière. Le jour-là, j'ai prié derrière lui, je vous rassure, M. Teranga, il n'a pas fait aucune faute. Il récitait très bien le Coran, parce qu'on était à l'école avec le Dr Goudja Rahimahullah, on a pris le Coran avec lui, il était tellement rigoureux et strict, mais il récitait tellement bien, sans faute, et en plus de cela, il a prié, n'est-ce pas, aucune erreur, et ça nous a donc monté, n'est-ce pas, ce déclic-là, pour que nous aussi, on se doit, n'est-ce pas, et c'est capable, et c'est possible, je vais dire, n'est-ce pas, d'être un bon étudiant, d'avoir des ambitions et de mémoriser, n'est-ce pas, tout le Coran. Merci frère Abdelaziz pour ce témoignage. Quand les effets soit-ils vous récompensent, nous espérons que les uns et les autres ont pris note par rapport à tout ce qui a été dit et que cela sera un déclic pour eux afin de cesser de bavarder et de se mettre véritablement à l'école du savoir. Les savoirs académiques, mais aussi les savoirs islamiques. La sœur Fatima, je rappelle que vous êtes enseignante de français de formation, c'est-à-dire que vous avez fait l'école normale, donc comme tous les autres enseignants. Vous êtes aussi membre de la Kamsou, vous êtes introduit des activités islamiques. La sœur Fatima, vous qui connaissez bien l'école, vous qui connaissez bien cet enseignement occidental, permettez-moi l'expression, vous qui connaissez les activités islamiques, vous qui connaissez les activités post-périscolaires, est-ce qu'aujourd'hui, on doit encourager nos enfants à militer dans les clubs en général et les clubs islamiques en particulier? Effectivement, il faut encourager les élèves. Je dis les élèves, quand on a élèves, tous les élèves, musulmans ou pas, à aller dans les activités post- et périscolaires. Et surtout les élèves musulmans, parce que nous remarquons que c'est surtout nous qui négligeons parfois ces activités post- et périscolaires. Sur le plan scolaire d'abord. Sur le plan scolaire, parce que les gens ont l'impression que le journalisme, le sport, la santé, je ne sais pas quoi, tout ça c'est pour les autres. Eux, ça ne les intéresse pas. Du moment que, mais au moins, moi par exemple, j'ai eu la chance, étant dans un collège il n'y avait pas de club islamique, mais j'étais dans les clubs journal. Ok, donc vous dites qu'on peut donc encourager les enfants à aller et que cela n'est pas contradictoire avec l'excellence scolaire, mais aussi la réussite sur le plan spirituel. Oui, parce qu'effectivement, je vous assure, quand vous êtes dans les activités post-périscolaires, ça vous apprend à plus booster vos capacités. Parce qu'à l'école, on vous apprend certaines choses, par exemple la langue, la mathématique et tout, mais maintenant, sur le plan des activités, ça vous apprend à être des managers, des gestionnaires, à savoir mener plusieurs activités. Ça vous apprend à être compétent, plus performant que les autres qui ne font pas ces choses-là. Merci beaucoup la sœur Fatima, merci à la famille Abdelaziz d'avoir accepté notre invitation, mesdames, mademoiselles, messieurs. La prédication, c'est aussi une affaire de famille. L'éducation, c'est avant tout une affaire de famille. Le frère Abdelaziz Amal est revenu à maintes reprises. Il a insisté notamment sur la concertation qui doit exister entre les deux parents. Et c'est ça les enseignements de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, ce n'est pas autre chose. Nous acheminons vers la fin de ce programme. La sœur Fatima, qu'Allah vous récompense une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Quel est donc le dernier message que vous voulez adresser à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent? Bon, le dernier message que vous voulez adresser à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut prendre conscience de sa responsabilité. Sa responsabilité en tant que parent, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que responsable d'établissement. Donc chaque emploi que vous avez, chaque poste, chaque rôle que vous avez à jouer, il faut bien le faire. Si vous êtes parent, il faut savoir que c'est très dur d'être parent. C'est pas évident, mais tout le monde n'a pas la chance d'être parent. Comme Allah vous a permis d'être parent, profitez, occupez-vous de vos enfants sur le plan scolaire, sur le plan islamique d'abord, sur le plan scolaire. Parce que c'est très difficile de le faire. Parce que nos parents nous ont éduqués, nous ont permis d'aller à l'école, mais on a fait quand même, on est quand même un peu, on connaît notre religion, c'est bien. Mais certains, vous allez voir, les enfants sont à l'école seulement, ils oublient le côté islamique, ou bien ils sont seulement à l'école islamique, ils oublient le côté mondain. Il faut mélanger les deux, il faut jumeler. Soyons des responsables, occupons-nous de ces enfants qui seront les hommes de demain. Shukran lak ya outi, barakallahu fik. Docteur Abdelaziz, on aurait peut-être aimé, certainement les téléspectateurs, de vous écouter aussi parler un peu de la médecine. Ça sera peut-être une autre voie. Aujourd'hui, on va se limiter uniquement sur la recherche du savoir. Quel est donc votre dernier message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent à travers Canal D International? Mon dernier message s'articule autour de 3 points rapidement. Le premier, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école et ne pas prendre le prétexte de la religion islamique
comme si l'islam est intégré dans l'école. Il faut vraiment aller à l'école. L'école est voire même obligatoire pour nous. Deuxième message, il faut être un citoyen complet, un bon citoyen qui respecte les lois et règlements de la République. Parce que cela constitue donc pour nous une bastion. Donc l'islam, la formation à l'école nous permettra d'être de très bons citoyens, des citoyens exemplaires dont le pays aura besoin et qui ont marqué beaucoup l'islam. Et enfin, j'interpelle les parents en responsabilité, qu'ils sachent qu'un jour, Allah va leur demander. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois de plus, merci frère Abdelaziz Ahmad, merci aussi à Madame Abdelaziz, qu'Allah vous récompense. Merci à vous très chers téléspectateurs. C'est donc tout pour cette autre édition des Vitrines de l'Islam. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera à 7h30 et du Cameroun ou à 6h30 dans le cadre de la rediffusion de cette émission. Merci à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette émission. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني